Bienvenue à tous et merci de nous rejoindre. Je suis Lena Petrova et voici un nouvel épisode du podcast World Affairs in Context. Aujourd'hui, j'ai l'immense honneur d'accueillir le Dr Michael Hudson. Vous pouvez suivre le Dr Hudson sur michaelhudson.com où vous trouverez les transcriptions de ses récentes interviews ainsi qu'une variété d'articles sur l'actualité. Je mettrai le lien ci-dessous et je dois dire que c'est une ressource formidable. J'ai énormément appris grâce à vos travaux, professeur. Bienvenue dans l'émission et merci d'être avec moi. Eh bien, merci beaucoup. C'est michaelhudson.com. Tout le monde se trompe toujours à ce sujet. Oui, merci de m'avoir corrigé. Je suis content que vous l'ayez fait. Je mettrai également le lien du site web ci-dessous afin que nos spectateurs puissent facilement le consulter. J'en apprends toujours énormément. C'est comme un cours complet d'économie et de politique. C'est absolument formidable. Nos spectateurs doivent vraiment aller y jeter un œil. Alors, les premières semaines de janvier ont été très chargées. Il se passe beaucoup de choses. La dette nationale des États-Unis approche un nouveau record de 38,5 billions de dollars et les coûts des intérêts pour la servir ont dépassé 1 billion de dollars par an. L'économie ralentit alors que l'inflation refait surface. Et en même temps, en seulement 3 semaines depuis le début de la nouvelle année, Washington a mené une opération militaire au Venezuela, enlevé son président et proclamé que tout l'hémisphère occidental était sous le contrôle des États-Unis. Washington a également soutenu une tentative de changement de régime avortée en Iran, saisie des pétroliers russes, formé un conseil de la paix et envisagerait désormais une intervention militaire en Iran. Professeur, quel est votre point de vue sur ces récents événements d'un point de vue économique? Eh bien, il y a beaucoup de confusion sur le problème que pose réellement la dette nationale. Le gouvernement peut toujours imprimer de l'argent et la Réserve fédérale peut créer tout l'argent nécessaire pour financer le déficit. Donc, il n'y a en réalité aucun problème de ce côté-là. S'il faut payer 1000 milliards de dollars d'intérêts, il peut simplement les imprimer. Cela rendra les détenteurs d'obligations riches, mais personne n'a même besoin d'être imposé pour cela. C'est le principe fondamental de la théorie monétaire moderne. Le problème des dépenses militaires, comme vous le soulignez, n'a pas à voir avec la dette nationale en tant que telle. Il concerne la balance des paiements, car ce qui a plongé la balance des paiements américaine dans le déficit à partir de la guerre de Corée en 1950-1951 et tout au long des années 1950, 1960 jusqu'aux années 1970 et encore largement aujourd'hui, c'est le change étranger impliqué dans tout cela. Les dépenses militaires à l'étranger ont été entièrement responsables du déficit de la balance des paiements pendant les années 1950, 1960, jusqu'aux années 1970 et en grande partie encore aujourd'hui. Voilà où se situe le problème. Ainsi, pour les États-Unis, comment vont-ils sauver l'économie de la dépréciation du dollar alors que de plus en plus de dollars sont injectés dans l'économie par rapport à ceux qui y entrent? Eh bien, cela a conduit à la nécessité d'exploiter d'autres pays en affirmant que ces pays doivent nous subventionner. La mythologie qui sous-tend tout cela est que d'une manière ou d'une autre, les États-Unis ont besoin de subventions et de paiements étrangers pour se protéger, d'abord contre une invasion soviétique et maintenant contre une invasion russe et chinoise. Ainsi, le prétexte est que le budget militaire de 1 500 milliards de dollars de Trump doit être financé par des pays étrangers, car nous ne le faisons pas par désir de les contrôler militairement. Nous ne faisons pas cela parce que nous voulons avoir 800 bases militaires dans le monde entier pour encercler d'autres pays, les attaquer et les renverser s'ils poursuivent leur propre stratégie dans leur intérêt national
plutôt que dans l'intérêt américain. Nous les protégeons, tout comme Trump dit que nous devons posséder le Groenland afin de le protéger d'une invasion chinoise ou russe imminente. Évidemment, tout cela est un mythe. Mais c'est le mythe fondateur qui a permis à l'Amérique de créer l'OTAN et de l'utiliser comme un moyen de dominer la communauté européenne, de dominer d'autres pays et de les forcer à conserver toutes leurs réserves de change sous forme de dollars et non d'or, d'argent ou d'obligations et de devises d'autres nations. Eh bien, nous voyons tout cela se désagréger aujourd'hui même, à la suite de ce qui s'est passé à Davos. C'est donc là le véritable problème. Comment les États-Unis vont-ils obtenir l'argent nécessaire pour financer leur domination militaire et politique sur d'autres pays, maintenant qu'ils ne dégagent plus d'excédent commercial, qu'ils se sont désindustrialisés et qu'ils sont devenus un débiteur mondial au lieu du créancier qu'ils étaient en 1945? Le problème, c'est que les États-Unis ont très peu à offrir, contrairement à l'après-Seconde Guerre mondiale, lorsqu'ils étaient la principale puissance financière, la principale puissance de défense militaire, si tant est que le monde en ait eu besoin à cette époque, et la grande puissance industrielle. Mais aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Ainsi, la seule chose qu'ils ont à offrir aux autres pays, c'est de dire « Nous ne détruirons pas votre économie si vous nous soutenez ». C'est exactement ce qu'a fait le grand décollage tarifaire de Trump du 2 avril de l'année dernière. Il a déclaré « Nous ne perturberons pas votre économie en bloquant votre accès au marché américain, qui est un marché majeur pour leurs entreprises industrielles. Et bien sûr, elles feraient faillite si nous le fermions. Mais vous savez, nous accepterons de ne pas perturber votre économie si vous nous accordez des concessions. Et l'une des concessions qu'ils demandent réellement à l'Europe consiste non seulement à payer des droits de douane élevés ici, mais aussi à donner à l'Amérique le Groenland, l'Islande et tout ce qu'elle réclamera. Nous sommes donc dans quelque chose qui ressemble fort à un système de raquet de protection. Cela est apparu très clairement en Europe et cela a conduit à une restructuration complète parmi d'autres pays. Soudain, ils ne pouvaient plus entretenir la fiction selon laquelle la raison pour laquelle ils bradaient leurs économies, agissant pour les économies allemandes, françaises, britanniques et japonaises dans l'intérêt des États-Unis plutôt que dans le leur, était autre chose que le fait qu'ils devaient toute leur carrière aux États-Unis. C'est Washington qui avait promu ces politiciens précis de diverses manières, leur offrant des contrats lucratifs et les soutenant tout au long de leur ascension dans le spectre politique, les aidant à gravir les échelons du pouvoir par le biais du Conseil de l'Atlantique, des organisations de George Soros et des structures du département d'État créées pour les appuyer. Et comme mon ami Paul Craig Roberts le dit souvent, les petites enveloppes blanches remplies d'argent, ou les comptes en Bitcoin, ou quelle que soit la manière dont ils les ont payés, c'est tout simplement de la corruption. Tout à coup, les électeurs d'Europe et d'autres pays se demandent « Pourquoi devons-nous faire passer les intérêts américains avant les nôtres ? Pourquoi cédons-nous à toutes les exigences tarifaires de Trump ?» Et le tyran Trump recule dès que quelqu'un ose riposter. Pourquoi von der Leyen et Kaja Kallas ont-elles dit « Nous n'allons même pas discuter avec vous. Nous savons que nous ferons tout ce que vous voulez parce que vous nous protégez d'une invasion russe. » Elles ont dit à leurs électeurs « Si nous ne vous donnons pas tout cet argent, alors la Russie nous envahira. » Eh bien, maintenant que Trump a essayé d'utiliser cet argument, nous vous protégeons contre l'invasion russe et chinoise au Groenland. Tout à coup, ils se sont rendus compte que, s'il n'y a pas de véritable menace d'invasion là-bas, aucun navire russe ou chinois à proximité, d'après tout ce que nos agences de renseignement ont indiqué,
Alors peut-être que nous n'avons pas besoin de protection contre la Russie et la Chine. Peut-être que nous avons eu tort d'imposer des sanctions sur le pétrole russe et d'acheter du gaz naturel liquéfié américain à 4 fois le prix. Peut-être qu'il faut en réalité mettre l'Europe en premier. Eh bien, les néolibéraux, les partis socialistes et les partis travaillistes ont dit non, 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 il faut mettre l'Amérique en premier parce que nous avons besoin d'eux pour la nouvelle guerre froide, pour défendre la civilisation et la démocratie contre l'autocratie. Eh bien, c'est une forme de guerre intellectuelle. Ce qui est en jeu, c'est que les Américains et les médias qu'ils contrôlent essayent de façonner la manière dont les gens conçoivent et comprennent les dynamiques qui structurent le monde. Et ils se rendent compte que ce qui façonne réellement le monde, c'est simplement le parasitisme économique des États-Unis. Tenter d'exploiter d'autres pays sans aucune contrepartie. L'Europe n'a pas vraiment besoin de protection contre une invasion russe. La Russie ne menacerait pas l'Allemagne, la France ou la Grande-Bretagne si ces pays n'attaquaient pas la Russie en combattant sur le champ de bataille ukrainien. Le combat en Ukraine n'est pas vraiment un affrontement entre la Russie et l'Ukraine. C'est un affrontement entre la Russie et l'OTAN, et plus précisément, les puissances néo-nazies, les dirigeants de l'Union européenne qui représentent l'OTAN, et non les gouvernements élus, qui agissent essentiellement comme des dirigeants nationaux pro-américains face aux partis nationalistes qui disent « Un instant, nous n'avons pas à sacrifier toutes nos dépenses sociales simplement pour soutenir le complexe militaro-industriel et les États-Unis. Tout cela constitue un surcoût économique inutile, et ce surcoût nous oblige à démanteler la social-démocratie, à supprimer les subventions que nous avons accordées aux propriétaires pour qu'ils puissent payer l'électricité produite à partir de gaz naturel liquéfié, et ainsi de suite. C'est de cela qu'il s'agit en réalité. Nous voyons les Américains présenter cette situation comme un combat pour la civilisation, en se représentant eux-mêmes comme la civilisation, et non l'Asie ou une civilisation alternative. Ils ne se présentent pas comme des barbares aux portes. Ils cherchent à semer la confusion sur ce que signifie réellement la civilisation. Est-ce une question de droit international? Depuis plus de 4 siècles, depuis le traité de Westphalie de 1748, le principe fondamental du droit international est la souveraineté des nations. Aucune nation ne doit en attaquer une autre, ni s'ingérer dans les affaires politiques internes d'autres nations. Chaque nation a le droit de poursuivre ses propres politiques nationales. Ce sont ces politiques qui ont fini par être inscrites dans la Charte des Nations Unies. Et ce que Trump a dit, c'est que les Nations Unies sont obsolètes. Nous nous retirons des agences de l'ONU. D'ailleurs, nous n'allons pas payer les 250 millions de dollars que nous devons à l'Organisation mondiale de la santé, dont nous nous sommes retirés hier. Vous savez, haha, nous ne vous aimons tout simplement pas. Nous allons créer une autre organisation que je fonde, le Conseil de la paix. Et il a même présenté un insigne, tout comme celui des Nations Unies. Il y avait une couronne de fleurs autour. Mais la couronne de Trump n'est pas seulement faite de fleurs. Elle est en or. Et la carte du monde que cette couronne tient n'est pas le globe, comme sur l'emblème des Nations Unies. C'est l'Amérique du Nord et les États-Unis. Je veux dire, c'est très comique. Trump doit en être le dirigeant à vie, et il a le contrôle exclusif sur la manière de dépenser le milliard de dollars par pays que chaque nation membre de cette organisation doit verser. Nous avons donc atteint un point comique dans la diplomatie mondiale ces derniers jours. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles je pense que l'émission d'aujourd'hui devrait être intéressante.
Yes, absolutely. And it's really interesting because Oui, you absolument. mentioned the Treaty Et of c'est vraiment Westphalia, and intéressant parce que vous avez I think mentionné le that traité de in the recent Westphalie. several years, we Je pense probably, que ces certainly in the dernières past années, 12 et months, we certainement au cours probably des 12 derniers went mois, several hundred nous years avons back, probablement reculé de plusieurs centaines d'années, and really kind of défaisant went ces initiatives against those pacifiques, peaceful cette initiatives coopération and et ces progrès cooperation and significatifs qui avaient été meaningful construits progress au fil des that has siècles. been done Tant throughout de choses ont throughout été centuries. I démantelées think en so much seulement has been quelques années, dismantled in the past surtout depuis environ un several an. years, and C'est especially absolument frappant. a little over 12 Et je months. pense So que it's le absolutely retrait de quoi? striking. And I think Plus the de withdrawal 66 from organisations que les 66 États-Unis plus sont en train de quitter en ce organizations moment that the constitue United States is certainement in un the process of tournant right now vers une is refonte du certainly monde a et pivot peut-être vers la towards préservation de remaking ce the statut world d'hégémon, and peut-être. possibly retaining that status of a hegemon possibly. But what strikes me about these Ce qui me latest frappe dans ces derniers developments développements, is that they are c'est qu'ils centered s'articulent around autour de la coercition, coercion, des threats, menaces aggressive et d'une attitude posturing agressive towards à l'égard d'anciens former alliés, allies, peut-être encore maybe actuels, current ainsi que allies, as well as d'adversaires. adversaries. Dans l'un de vos And récents in one essais of your publiés sur recent votre site essays web, that you vous avez published on your soutenu website, que you l'objectif argue primordial that des the États-Unis overriding aujourd'hui aim est of the United d'empêcher States le retrait de today certains is pays to block de the l'économie withdrawal mondiale of contrôlée par countries les from the États-Unis et de US-controlled world contrarier economy l'émergence d'un and to groupement économique frustrate centré sur the l'Eurasie. emergence of a Je trouve cela tout à fait Eurasian-centered pertinent economic par rapport à ce grouping. que And vous I venez think de that's décrire so et à ce que nous relevant observons aujourd'hui. to what you just described and to what we see today. It is clear that the more coercive measures Washington Il est clair que employs, plus such as Washington recourt à des sanctions mesures or coercitives, threats of telles que des sanctions ou des tariffs, menaces de the more tarifs douaniers, reasons Washington plus elle gives donne de the global raisons au South Sud and global really the et rest en of the réalité world au to reste du monde accelerate its d'accélérer shift leur away transition from non seulement not loin only des US actifs dollar libellés en denominated dollars assets, américains, but also mais towards aussi a new vers un framework nouveau cadre that qui prenne en compte les intérêts des puissances takes into intermédiaires consideration et the des petits interests of États, et middle pas seulement powers ceux des and smaller États-Unis et states de and not quelques just autres. the United States Alors, and ce possibly levier destructeur several que nous other voyons countries. l'administration So Trump is this utiliser en ce destructive moment, leverage that we see est-ce right le now, the seul Trump pouvoir qu'il reste administration à Washington? Est-ce le seul deploy? atout qu'elle ait Is encore this en the only réserve? power Washington has left? Is it the only trick up its sleeve? Eh bien, il n'a pas vraiment le marché américain à offrir. Trump pense pouvoir créer un marché industriel américain grâce aux droits de douane, mais ceux qu'il impose ne sont pas du tout du même type que ceux utilisés par les pays qui se sont industrialisés, comme les États-Unis ou l'Allemagne au XIXe siècle. Il impose des droits de douane de la mauvaise manière. Par exemple, il a instauré des taxes sur les matières premières, comme l'acier et l'aluminium. Au lieu d'aider les fabricants industriels, cela profite surtout aux syndicats de la sidérurgie et aux entreprises d'aluminium qui, je suppose, ont contribué à sa campagne. Mais cela augmente le coût de tout ce qui utilise de l'acier et de l'aluminium. Et il ne se rend pas compte qu'une politique tarifaire à elle seule ne peut pas industrialiser une économie ni la rendre suffisamment solide. Tous les pays qui se sont industrialisés ont bénéficié d'un rôle très fort de l'État dans les infrastructures. Aux États-Unis, au XIXe siècle, le premier professeur d'économie de la première école de commerce, la Wharton School de l'Université de Pennsylvanie, expliquait que nous avons l'habitude de considérer le travail, le capital et même la terre comme des facteurs de production. Mais nous avons aussi les infrastructures publiques, et c'est le facteur de production le plus important pour rendre les pays compétitifs sur le plan industriel. Contrairement au capital, les infrastructures ne visent pas à générer un profit. Elles servent à réduire les coûts. Il fournit les besoins essentiels, éducation, soins de santé, ainsi que les monopoles naturels tels que les transports et les communications à des prix subventionnés, de sorte que l'économie dans son ensemble, y compris les budgets des salariés, n'est pas à payer des prix de monopole comme on le voit aux États-Unis. Ils n'ont pas à payer des prix de monopole
pour des transports privatisés. C'est un monopole naturel, générant des rentes de monopole. Il en va de même pour les communications, les compagnies d'électricité et les opérateurs téléphoniques. Tout cela est aujourd'hui privatisé. Et lorsqu'on a un monopole naturel, cela permet aux propriétaires d'en extraire des rentes de monopole. Si l'on privatise les monopoles naturels et qu'on les transforme en instruments d'extraction de rente, généralement organisés par le secteur bancaire et financier, on se retrouve alors avec une économie à coûts élevés. Trump fait tout ce qu'il peut pour faire des États-Unis l'économie la plus coûteuse du monde. Et il a réussi. 18%, maintenant, je pense que c'est 20%, du PIB américain est consacré aux soins de santé, qui sont bien plus chers que la médecine socialisée ou les systèmes de santé socialisés que l'on trouve dans d'autres pays. L'éducation n'est pas gratuite, comme dans tant d'autres pays. Elle coûte 50 000 $ par an, obligeant les étudiants à commencer leur vie professionnelle avec une dette très lourde. S'ils veulent trouver un emploi, il faut qu'ils leur rapportent assez pour couvrir ces frais élevés de santé et d'éducation. Et ils doivent acheter des moyens de transport privatisés à des prix élevés, payer des loyers de monopole et faire face à des communications privatisées. Le modèle économique néolibéral que représentent les États-Unis est une économie à prix élevé. Mais ce n'est pas une économie à faible revenu. Et c'est là qu'il faut vraiment revenir à l'économie classique d'Adam Smith, de John Stuart Mill et de Marx lui-même, qui affirmaient tous que la valeur correspond au coût intrinsèque de production, la fabrication d'un produit. Mais les prix sont supérieurs à la valeur, et l'excédent du prix sur la valeur constitue la rente économique. La terre, elle, n'a aucun coût de production. Elle est fournie par la nature. Pourtant, si l'on privatise la propriété foncière et que l'on permet à la classe des propriétaires, comme les seigneurs féodaux héréditaires d'Europe, de fixer le loyer le plus élevé possible que le marché peut supporter, on se retrouve avec une économie à coût très élevé. Comme l'a dit Ricardo, à mesure que la population croît et exerce une pression accrue sur les denrées alimentaires, les prix de la nourriture augmenteront. Il aurait pu ajouter que les prix du logement augmenteraient eux aussi, puisqu'ils sont tous achetés à crédit et qu'il ne resterait plus de place pour les profits. Tout cela avait été expliqué dans les années 1810 par Ricardo, et cela a été développé. La grande défense des profits industriels a été faite de toutes les personnes possibles par Marx dans le 3e volume du Capital. Il disait, vous savez, c'est vrai que le propriétaire foncier exploite la terre et tire un revenu en dormant, comme l'a dit John Stuart Mill. C'est de l'exploitation. Et les créanciers, les obligataires, les coupeurs de coupons, eux aussi gagnent des intérêts en dormant. Alors, comment traiter l'industriel? Eh bien, il y a une forme d'exploitation, en ce sens que l'industriel, et tout cela s'applique à l'industrie d'aujourd'hui, paie le travail et vend le produit du travail à un prix plus élevé. C'est un profit. Et Marx disait que l'industriel, le capitaliste, ne gagne pas d'argent en dormant. Le capitaliste organise l'entreprise. Il organise l'approvisionnement en matières premières à transformer par le travail. Il organise les marchés pour vendre les produits. Il organise la productivité et cherche à l'augmenter afin de réduire les coûts pour les consommateurs et de surpasser les autres pays. Marx disait que la dynamique du capitalisme industriel consiste à réduire sans cesse les coûts pour concurrencer les autres pays. Et il faut un rôle croissant de l'investissement public pour y parvenir. Eh bien, il faut un système fiscal qui finance les dépenses publiques en taxant la rente économique, la rente foncière, la rente de monopole, afin qu'elle ne soit pas intégrée dans les prix. Cela maintient le secteur financier, comme la banque, en tant que service public, comme c'est le cas en Chine.
Au lieu d'avoir une classe financière cherchant à gagner de l'argent en surchargeant l'économie de dette et en tirant des intérêts, on oriente le crédit vers le financement de nouveaux moyens de production, la construction de nouvelles usines, l'emploi de davantage de main-d'œuvre. Et c'est là la dynamique du capitalisme industriel. Marx pensait que la tendance du capitalisme industriel était exactement ce que presque tout le monde de sa génération croyait, que la tendance du capitalisme était d'évoluer vers le socialisme. Mais ce n'est pas ce qui s'est produit. Les rentiers ont riposté. Les propriétaires fonciers se sont alliés aux banquiers et aux monopoleurs et ont déclaré « Il n'existe pas de rente économique. Il n'y a absolument aucune différence entre la valeur et le prix. Cela signifie que chacun gagne sa richesse et son revenu en jouant un rôle productif. Et s'il parvenait à effacer de l'esprit des gens l'idée que quelqu'un peut gagner de l'argent, non pas en étant productif, mais en étant un chercheur de rente prédateur, alors il n'y aurait plus de parti ou de mouvement politique pour dire « Éliminons les extracteurs de rente économique afin d'avoir une économie à faible coût ». À mesure que l'économie devient plus productive et plus riche, il est évident que le prix de l'immobilier, logement, bureaux, va augmenter. La valeur du crédit va augmenter. Assurons-nous que l'excédent économique serve à accroître la croissance de l'économie, le niveau de vie et la productivité, et non simplement à créer une super classe rentière de financiers, de monopoleurs et de propriétaires immobiliers au sommet de la pyramide, qui s'enrichissent en transformant le reste de l'économie en locataires, débiteurs et consommateurs, au lieu de propriétaires opérant dans un environnement sans dette. Ainsi, Trump et en réalité toute la philosophie américaine du développement, qui correspond à la théorie occidentale plus large du développement, s'oppose à toute la dynamique du capitalisme industriel qui a d'abord fait de la Grande-Bretagne, puis de la France, de l'Allemagne et des États-Unis les principales puissances industrielles des 19e et début du 20e siècle. C'est donc une partie du problème auquel nous faisons face aujourd'hui. Comment l'Amérique peut-elle vraiment rivaliser? Qu'a-t-elle encore à offrir maintenant qu'elle a délocalisé ses emplois industriels, qu'elle s'est désindustrialisée et qu'elle a tenté de gagner de l'argent simplement en s'endettant toujours plus auprès de pays étrangers, en disant « Si vous réalisez un profit en nous vendant vos produits, si vous êtes l'OPEP et que vous vendez du pétrole, vous pouvez fixer le prix que vous voulez, mais vous devez conserver toutes vos économies en dollars américains en achetant des bons du Trésor ou d'autres obligations américaines. Vous devez simplement garder tout votre argent en dollars. » Eh bien, tout cela est en train de prendre fin, et c'est pourquoi on voit aujourd'hui des pays vendre leurs dollars, acheter de l'or et de l'argent, ainsi que les obligations et les devises des uns et des autres. Nous assistons à la fin de toute la contre-révolution contre le capitalisme industriel, qui a vraiment pris de l'ampleur après la Première Guerre mondiale. L'école autrichienne d'économie, l'école libertarienne, l'école néolibérale. Par néolibéral, ils entendent qu'il n'existe pas de véritable régulation gouvernementale, que la régulation mène au servage, sans voir que la route sur laquelle nous nous trouvons aujourd'hui mène au néo-féodalisme. Il y a donc une lutte pour les esprits et pour la manière dont les gens vont penser les choses. Encore et encore, j'ai lu la couverture médiatique de Davos et elle dit que tous les œillères sont tombés des yeux des visiteurs. Ils réalisent que tout cela n'a été qu'un mythe. Et c'est exactement ce que Mark Carney, du Canada, a essayé de faire lorsqu'il a pris les devants en déclarant que, vous savez, tout ce qu'on nous avait dit sur l'ordre fondé sur des règles était un mythe. Et il a reçu une ovation debout pour cela. Eh bien, on peut imaginer à quel point Donald Trump s'est mis en colère.
et il va certainement essayer de se venger du Canada pour cela. Il s'est montré très furieux lorsque Macron a dit la même chose et a immédiatement menacé d'imposer des droits de douane de 200% sur le champagne français. On assiste à une sorte d'analogie presque infantilisée de ce qui est en réalité une restructuration structurelle du fonctionnement de l'économie mondiale, et donc de la direction dans laquelle la civilisation elle-même évolue. C'est tellement fascinant. J'ai trouvé que le discours de Mark Carney à Davos était vraiment historique. Mais ce qui est intéressant, c'est que le Canada et la France font partie de ce qu'on appelle l'ordre fondé sur des règles depuis longtemps. Et maintenant que ce n'est plus pratique ou que la situation s'est inversée, ils disent « Oh, attendez une minute, ça ne fonctionne plus ». J'ai trouvé cela rafraîchissant à entendre, mais en même temps, je me suis dit que c'est exactement ce que le monde entier essaye de leur dire depuis longtemps, que l'ordre fondé sur des règles exploite le Sud global et utilise d'autres pays comme ressources. C'est formidable de l'entendre maintenant de la part de dirigeants occidentaux, mais encore une fois, cela semble arriver avec beaucoup de retard. Eh bien, vous avez raison de soulever ce point, car Carney lui-même l'a reconnu lorsqu'il a dit que, vous savez, nous avons nous-mêmes bénéficié de cet ordre fondé sur des règles pendant longtemps. Eh bien, ne savait-il pas comment cela fonctionnait tout ce temps? Tout son comportement en tant qu'homme politique a été opportuniste, et même en prononçant ce très beau discours, en disant tout ce qu'il fallait dire, comme je l'ai dit, c'est prendre la tête du cortège, parce qu'il veut protéger sa propre position politique et se promouvoir comme l'un des dirigeants de tout cela. Mais toutes ces personnes qui vont soudainement dire « Oh, l'ordre mondial a été exploité », seront les principaux exploiteurs pendant longtemps. C'est pourquoi ils savent comment fonctionne l'exploitation, parce qu'ils ont été des exploiteurs. Voilà toute l'ironie de la situation. Le problème, c'est que ce sont les pays exploités, l'ex-Union soviétique, la Chine, le Sud global, qui ne comprenaient pas vraiment comment ils étaient exploités. Et tout à coup, cela leur dit, « Eh bien, vous l'avez été, comment allez-vous l'expliquer » Et vous savez, c'est de cela, je suppose, que nous parlons dans cette émission. Absolument. Les 3 premières semaines de janvier ont été entièrement dominées par les gros titres concernant le Venezuela et le Groenland, Davos et l'administration Trump affirmant en substance que tout l'hémisphère occidental est sous le contrôle des États-Unis. J'ai entendu dire que Washington tenterait de réaffirmer sa domination en prenant le contrôle du pétrole, des minerais et d'autres ressources, ce qu'il placerait en position de remettre en cause la démocratie. Avec la montée économique de la Chine, pensez-vous que c'est cela qui motive ce que beaucoup qualifieraient de politique étrangère impérialiste, ou bien Washington poursuit-il d'autres objectifs ici? Les États-Unis n'essaient pas du tout de contester l'ascension de la Chine. Pour cela, ils devraient s'industrialiser et devenir réellement un rival de la Chine. Ils ne cherchent pas à être un rival, ils cherchent à freiner la croissance de la Chine. Ils essayent de nuire à la Chine, mais ils ne sont pas en position de la défier pour les raisons que j'ai mentionnées. Ce qu'ils ont essayé de faire, l'un des piliers, probablement le principal pilier, de la politique étrangère américaine depuis un siècle, c'est de contrôler le commerce du pétrole. Et cela s'explique par le fait que chaque pays a besoin de pétrole. Il faut du pétrole pour produire de l'électricité, faire fonctionner les usines, fabriquer des biens. Il faut du pétrole pour les transports, pour chauffer les habitations et pour les éclairer. Ainsi, les États-Unis ont pensé que s'ils pouvaient imposer des sanctions sur l'utilisation du pétrole, comme ils ont bloqué les industries allemandes et européennes d'acheter du pétrole et du gaz russe,
puisque l'industrie pétrolière inclut le gaz, alors ils pourraient freiner leur croissance. Eh bien, comment pouvez-vous vous permettre de dire « Nous allons couper l'électricité à tout pays dont nous voulons freiner la croissance parce qu'il poursuit son propre développement et non celui des États-Unis. » Il faut empêcher les autres pays de produire du pétrole qui n'est pas contrôlé par les États-Unis. Il faut empêcher le Venezuela de vendre son pétrole à la Chine, à la Russie ou à Cuba. Et il faut s'assurer que les pays qui produisent du pétrole, comme la Chine, l'Arabie saoudite et les États arabes, envoient toute leur rente pétrolière aux États-Unis, afin que les États-Unis en soient les bénéficiaires. Vous ne voulez pas que l'Iran puisse vendre du pétrole, car il l'utiliserait pour son propre développement. Et vous ne voulez pas que la Libye, où des installations pétrolières continentales existent depuis longtemps, développe son pétrole et investisse les revenus dans l'or pour créer une monnaie africaine adossée à l'or, car cela ferait concurrence au dollar. Ainsi, les États-Unis utilisent le pétrole comme un moyen de contrôler le commerce mondial. Ils n'ont pas besoin de posséder réellement les ressources pétrolières. Il leur suffit de contrôler la commercialisation du pétrole afin d'empêcher les pays de vendre à d'autres considérés comme des ennemis de l'Amérique plutôt que comme ses alliés. Cette capacité à contrôler la commercialisation du pétrole et les revenus qu'il génère soulève donc la question: où sont investies les rentes économiques, les rentes des ressources naturelles issues du pétrole? Ils doivent tous être renvoyés au centre des États-Unis pour l'ensemble de l'affaire. C'est donc vraiment de cela qu'il s'agit dans ce conflit autour du Venezuela. Et le mythe, c'est que cela relèverait de la doctrine Monroe, mais ce n'est pas la doctrine Monroe originale. L'accord que les États-Unis ont conclu juste après la guerre de 1812, à l'époque de l'expansion des prêts bancaires européens aux pays d'Amérique latine nouvellement indépendants, qui venaient de gagner leur indépendance et avaient besoin d'emprunter pour financer leur redressement après les destructions causées par le colonialisme, disait en substance: « Vous restez en dehors de notre territoire et nous resterons en dehors du vôtre. » Mais les États-Unis n'ont aucune intention de rester en dehors du territoire de l'hémisphère oriental. Nous avons l'hémisphère occidental, mais nous avons aussi l'hémisphère oriental. C'est pourquoi une grande partie de nos dépenses militaires concerne la Russie, la Chine, d'autres pays asiatiques et le Pacifique Sud. Déjà en 1948, lorsque l'Amérique a mené la guerre hispano-américaine, le président américain a déclaré: « Eh bien, notre destinée manifeste est de traverser le Pacifique. Nous avons donc dû prendre le contrôle des Philippines afin de maîtriser le commerce avec l'Asie de l'Est, et nous avons dû s'emparer de Hawaï et de Guam comme station de ravitaillement pour notre marine en cours de route. » Ainsi, ils avaient déjà étendu la doctrine Monroe pour couvrir l'océan Pacifique et de plus en plus l'océan Atlantique également, essentiellement à travers l'OTAN qui s'est étendue jusqu'à l'Europe. Ainsi, les États-Unis sont en réalité la seule sphère d'influence au monde. Ce que le rapport du Conseil de sécurité nationale de décembre dernier indiquait, c'est qu'il y aurait 5 sphères d'influence: les États-Unis, la Russie, la Chine, qui sont les ennemis désignés, puis l'Inde et le Japon. Eh bien, le Japon est en quelque sorte un État proxy des États-Unis, un satellite des États-Unis. Ce n'est pas une zone monétaire ou politique indépendante. Et l'Inde est un peu la carte maîtresse dans tout cela. Trump pensait, et son administration l'avait d'ailleurs affirmé, que l'Inde n'avait pas le choix, qu'elle avait besoin du marché américain. Mais ensuite, le Premier ministre Modi est intervenu pour dire que, eh bien, nous avons vraiment besoin du pétrole russe, car notre économie a besoin de pétrole pour alimenter notre industrie.
needs oil to fuel our industry, and so we're solving the military. Et donc nous sommes en train de résoudre le conflit militaire que nous avons eu avec la Chine dans l'Himalaya. Vous savez, nous allons vraiment nous tourner vers la Russie et la Chine. Et maintenant, Modi et l'Inde président la réunion des BRICS cette année. Ainsi, Trump, en cherchant essentiellement à étendre son pouvoir de manière excessive aux États-Unis, a poussé d'autres pays à adopter l'extrême opposé. C'est le contre-coup qu'il provoque, et presque tout ce que fait Trump engendre une réaction inverse. Non seulement du dégoût, mais aussi le désir de dire « Eh bien, nous devons nous détacher et être indépendants, car sinon Trump va continuer à essayer de perturber notre économie en nous empêchant d'acheter de l'énergie, en nous empêchant d'acheter tout ce dont nous avons besoin, comme l'accès au marché américain pour nos exportations. » Nous allons trouver de nouveaux marchés pour les exportations. Eh bien, c'est ce que le Canada a fait récemment en disant « Très bien, nous allons maintenant… » Carney est allé en Chine. Il a dit « D'accord, nous allons vous exporter des produits agricoles. Nous pouvons vous exporter du pétrole. Nous importerons vos véhicules électriques et vos voitures, qui sont tellement moins chères que je ne pense pas que quiconque achètera encore des voitures américaines, ni même allemandes. » C'est donc incroyable de voir, presque comme dans une tragédie grecque, le héros tragique provoquer exactement le contraire de ce qu'il espérait accomplir. Sans pour autant qualifier Trump de héros tragique, mais tragique. Eh bien, choisissez le nom qui vous semble approprié. En ce qui concerne l'Union européenne, Trump ne la considère pas vraiment comme une alliée. Cela est devenu évident la semaine dernière à Davos et dans les jours qui ont précédé lorsqu'il a menacé d'imposer des droits de douane à 8 pays européens. Il est très transactionnel, prêt à imposer des tarifs si l'on ose ne pas se plier à ses demandes, pour le dire poliment. Dans le cas du Groenland, la France a brièvement menacé d'utiliser une bazooka économique, je crois, mais ensuite les Européens ont déclaré que la plus grande menace restait la Russie et la Chine, et qu'ils étaient bien sûr disposés à travailler avec les États-Unis pour régler leurs différends. Et je pense que le drame du Groenland a été un point de non-retour, à bien des égards, car il a en quelque sorte révélé la véritable nature de l'Union européenne. La dépendance de l'Europe envers les États-Unis ne cesse de croître. Elle exporte, eh bien, comme vous l'avez mentionné au début de la conversation, elle dépend des États-Unis pour son énergie. Elle est politiquement et économiquement dépendante, non souveraine. Alors, que voyez-vous advenir de l'Europe après cela, professeur? C'est une dépendance plus pernicieuse. Avant la réunion de Davos, le chef de l'OTAN, Rutte, si je prononce bien son nom, R-U-T-T-E, a écrit une note à Trump disant en substance « Ne t'inquiète pas, Donald, je suis de ton côté. Je suis contre l'UMERA. » Heureusement, l'OTAN dirige l'UMERA. Nous devons parler quand nous serons à Davos, et je suis sûr de pouvoir te livrer l'Europe et te laisser faire tout ce que tu veux au Groenland. Laisse-moi simplement m'occuper de ces autres salauds dans les gouvernements civils. Je paraphrase ce qu'il a dit, mais c'était une note de lèche écœurante, et en effet, il a essayé de le faire. Et tandis que Trump quittait le Groenland pour se rendre aux réunions de Davos, il déclara « J'ai parlé au merveilleux Monsieur Rutte et nous sommes parvenus à un accord sur ce qu'il faut faire avec l'OTAN. » Eh bien, c'est là tout le problème. L'OTAN dirige l'Europe. L'Europe n'est pas une démocratie. Elle est dirigée par les États-Unis à travers l'OTAN. Et c'est l'OTAN qui a placé les détestables von der Leyen et Kallas dans des positions de soumission. Elle s'est assurée que les seuls responsables de la politique étrangère soient des serviteurs des États-Unis et non de l'Europe. Leur rôle est de veiller à ce que l'Europe n'ait aucune voix indépendante de la volonté américaine.
of what the United States wants it to do. And this interchange. Et cet échange entre l'OTAN, Rutte et Trump devrait vraiment être davantage discuté. Il montre clairement que pour que l'Europe se développe et devienne réellement une démocratie, elle doit dissoudre l'OTAN. Car le but de l'OTAN est unique. Attaquer la Russie et devenir une puissance asiatique au sud, en mer de Chine. Attaquer la Chine également. C'est une puissance agressive, offensive. Et il n'y a aucun moyen pour l'Europe de gagner, car les dépenses militaires de l'OTAN reposent sur des armes américaines qui ne fonctionnent pas. La protection anti-aérienne américaine, comme on vient de le voir en Ukraine, ne fonctionne pas du tout. Les chars américains ne fonctionnent pas. Les chars allemands ne fonctionnent pas. Les missiles britanniques ne fonctionnent pas. British missiles that don't work. It's sort of like the joke about. C'est un peu comme la blague sur la spéculation dans le vin. Les gens achètent des vins rares à des prix incroyablement élevés, puis un milliardaire en ouvre une bouteille et essaye d'en verser à tous ses amis milliardaires pour les impressionner. Et ils disent « Oh, il est tourné ». Le sommelier répond « Oh, ce vin n'est pas fait pour être bu, il est fait pour être échangé ». Eh bien, c'est à cela que servent les armes, à être achetées et vendues. Elles ne sont pas réellement destinées au combat. Mais comme ni la Russie ni la Chine n'ont d'industrie d'armement privée, elles fabriquent effectivement des armes pour qu'elles fonctionnent et servent à la guerre. Et c'est pourquoi leurs missiles, drones et avions n'ont aucun mal à traverser les défenses américaines et de l'OTAN là-bas. Tout cela n'est donc qu'un mythe. La fonction de l'OTAN consiste simplement à utiliser les achats d'armes comme moyen de transférer d'énormes rentes de monopole technologique pour des armes qui coûtent bien plus que leur valeur réelle. Les célèbres surfacturations, comme les sièges de toilette à $550 pour les avions, représentent parfaitement ce qu'est le complexe militaro-industriel américain. Ils viennent de construire ce gigantesque nouveau destroyer. Je crois que c'est celui que Trump vient de lancer. Et ces toilettes ne fonctionnent pas. Les chasses d'eau ne marchent pas. Je veux dire, elles ne fonctionnent littéralement pas. Mais leur but n'est pas de fonctionner. Leur but est de générer d'énormes profits pour les fabricants, qui ont pris soin de répartir la production de tous ces systèmes militaires dans des usines à travers tout le pays. De cette manière, ils peuvent faire pression sur les représentants et les sénateurs locaux pour qu'ils défendent l'armée, en utilisant l'emploi dans leur circonscription comme prétexte pour maintenir ces immenses profits du complexe militaro-industriel. C'est la seule industrie qui fonctionne vraiment aux États-Unis. Parce que ce n'est pas vraiment une industrie concurrentielle fondée sur la productivité, l'efficacité ou la performance de l'armement, mais sur l'influence politique qui consiste à dire au pays « Vous devez acheter nos F-16 hors de prix ». Ils ne vous seront pas très utiles et nécessitent des coûts d'entretien énormes, mais vous devez le faire comme une forme de tribut aux États-Unis. Nous ne voulons pas vous dire simplement de nous envoyer de l'argent. Alors, à la place, envoyez-nous de l'argent pour les F-16, qui sont en réalité notre moyen de percevoir le tribut que vous devez payer. Absolument. Et peut-être une dernière question. Professeur, pensez-vous que la subjugation économique et politique de l'Europe fasse partie du plan de Washington, ou bien est-ce simplement quelque chose qui a évolué pour devenir ce que nous voyons aujourd'hui, où l'UEM a volontairement et même joyeusement abandonné sa souveraineté et est devenu, comme je l'ai dit, un vaisseau. Ce n'est plus un vaisseau heureux, c'est juste un esclave malheureux, pour reprendre les mots du Premier ministre belge. Alors, cela faisait-il partie du plan depuis le début, ou est-ce simplement le résultat d'une certaine administration qui se trouve être au pouvoir? Eh bien, c'est précisément le sujet de mon livre « Superimpérialisme » que j'ai écrit en 1972.
Oui, bien sûr. C'était tout l'objectif. J'y consacre tout un chapitre à expliquer comment le but de la restructuration de l'ordre d'après-guerre, par la création du Fonds monétaire international et de la Banque mondiale, ainsi que de ce qui devait devenir l'Organisation mondiale du commerce, était spécifiquement d'intégrer l'Empire britannique dans l'économie américaine. Les États-Unis disaient « Nous devons avoir le libre-échange. Vous ne pouvez pas permettre à la zone sterling d'exiger que l'Inde et les autres colonies, ou l'Australie, l'Argentine, utilisent toutes les économies qu'elles ont accumulées pendant la Seconde Guerre mondiale en fournissant aux Alliés des matières premières et d'autres ressources. » Vous ne pouvez pas restreindre leurs économies en zone sterling à des dépenses en Grande-Bretagne. Ils doivent avoir le libre choix, sachant que la Grande-Bretagne n'était pas vraiment un concurrent et que tout cet argent allait être dépensé aux États-Unis. Ils ont accordé un prêt à la Grande-Bretagne et ont dit « Oui, nous vous accordons un prêt de 5 milliards de dollars, mais vous devez surévaluer la livre sterling. Ainsi, vous fixez votre taux de change à un niveau si élevé que votre industrie ne sera pas du tout compétitive, car vous facturez trop cher vos exportations à cause de ce taux de change. » Et ils empêchaient la mise en place de contrôle des capitaux. Donc, toute la manière dont ils ont structuré l'économie d'après-guerre visait à avantager les États-Unis. Et tout cela a été reconnu par la stratégie de sécurité nationale des États-Unis, publiée le mois dernier, qui affirmait que l'ordre économique libéral international que nous avions créé après la Seconde Guerre mondiale pour servir nos intérêts avait fonctionné pendant environ 50 à 70 ans. Il ne fonctionne plus. Nous allons donc devoir l'abandonner et créer un autre ordre. Plus de libre-échange, plus de restrictions sur les contrôles de capitaux. Nous pouvons faire tout ce que nous voulons. Plus de droit international, il faut le rejeter. Rejeter tout ce qui concerne les Nations Unies et affirmer que ce sont les États-Unis qui dirigent le monde. Et ensuite, Trump a déclaré « Et par l'Amérique dirige le monde », cela signifie moi personnellement en tant que roi du monde à vie. Tu sais, le plan pour la soi-disant paix qu'il a élaboré avec Tony Blair. Bien sûr, si tu lis Super-impérialisme, tu verras comment les États-Unis ont structuré le Fonds monétaire international, la Banque mondiale, le système du commerce extérieur, le système du dollar et le système de réserve internationale fondé sur l'or, afin de refléter les avantages de l'Amérique en tant que plus grand détenteur d'or au monde. En 1950, au moment où ils sont entrés dans la guerre de Corée, le Trésor américain détenait environ 80% de l'or monétaire mondial. Il était donc naturel qu'ils fondent tout le système sur l'or. Mais ensuite, les responsables de la sécurité nationale ont dit non, non, nous ne pouvons plus le baser sur l'or, car nous ne sommes plus capables d'en gagner, et les autres pays en obtiennent. Nous devons donc faire en sorte que les autres peuples leurs économies sur la dette et les obligations américaines. Eh bien, si vous regardez les échanges d'aujourd'hui sur le marché obligataire, vous verrez que les étrangers achètent de l'or et vendent des obligations américaines. Exactement l'inverse du système qui a si bien servi les États-Unis pendant un demi-siècle ou plus après la Seconde Guerre mondiale. Et bien sûr, ils ne voulaient pas seulement absorber l'Empire britannique, mais en 2022, ils ont déclaré « Nous voulons vraiment subordonner l'Europe ». Comment empêcher l'industrie européenne de faire ce que font ces entreprises chimiques comme BASF et ses constructeurs automobiles? Nous ne voulons pas qu'ils investissent en Chine pour renforcer la technologie industrielle chinoise. Nous voulons qu'ils investissent aux États-Unis. Détruisons l'industrie allemande. Que faire? Nous ferons exploser non seulement le gazoduc de la mer du Nord, le Nord Stream, mais nous empêcherons aussi le gazoduc Nord Stream restant, encore en fonctionnement, de continuer à opérer. Et nous verrons les pays européens dire
Nous ne voulons pas de gaz naturel, ni de pétrole bon marché venant de Russie. Nous voulons payer l'Amérique 4 fois plus cher, parce que c'est de là que viennent nos salaires. Ils n'ont pas ajouté le reste, mais c'est ce que cela sous-entend. Ils ont donc, délibérément, ils ont accepté de détruire les industries allemandes, françaises et autres européennes, juste pour pouvoir dire « Nous devons aux États-Unis de nous défendre contre la Russie ». Et c'est pour cela qu'ils attaquent la Russie. Bien sûr, ce qui oblige la Russie à se défendre contre cette attaque d'Europe occidentale. Et sans aucune intention réelle d'envahir. Personne ne va envahir un autre pays dans la guerre moderne. On bombarde les autres pays. Aucun pays ne peut se permettre d'entretenir une infanterie pour avancer et occuper un autre pays. C'est pourquoi les États-Unis utilisent des armées par procuration au Proche-Orient et partout où ils en ont besoin, en Afrique, en Amérique du Sud, pour mener leur guerre. Oui, absolument. Ces frappes au-delà de l'horizon ont vraiment déshumanisé tout le processus et rendu la guerre invisible pour la population américaine. Ainsi, les gens ne savent jamais vraiment ce qui se passe réellement. Ils rendent l'exploitation invisible. C'est comme si nous gagnions réellement de l'argent grâce à nos exportations d'armes pour combattre le fait que ces armes ne fonctionnent pas. Et si elles fonctionnaient, et que les pays européens essayaient réellement de bombarder la Russie encore plus qu'ils ne le font depuis leur terrain ukrainien, alors la Russie finirait par dire « Très bien, nous allons simplement ». Comme l'a dit Poutine, si vous nous attaquez vraiment, la prochaine fois, il n'y aura plus personne à qui parler après le lendemain des combats. Eh bien, il est évident ce qu'il voulait dire par là. Oui, absolument. Dr. Michael Hudson, cette conversation a été vraiment fascinante. J'aimerais beaucoup la poursuivre bientôt. Merci infiniment d'avoir été avec moi. J'apprécie vraiment le temps que vous m'avez accordé et j'espère sincèrement que vous reviendrez pour un autre épisode. Eh bien, merci d'avoir soulevé ces points. C'est très opportun, je trouve.